Bonjour. Alors, moi je dois évoquer les NAP, les nouvelles activités périscolaires dans le cadre de la réforme. On peut les appeler aussi les TAP, hein, les NAP, les TAP. Par rapport aux trois questions de Laurent, nous on a été impliqués dans cette réforme-là, via donc, les référés évidemment qui nous intéressent après, sur 6 communes du département, la première année de la réforme. Je vais utiliser évidemment les données de l'année scolaire dernière, hein, vu qu'on commence la nouvelle depuis qu'un mois, 2014-2015. Donc nous, on a un groupe de 345 bénévoles sur cette année-là. Temps scolaire, temps périscolaire, au niveau de l'animation et de l'activité de sélectrices et sélecteurs, on est à 40%, 45% en temps périscolaire. Donc on a aussi une grande culture du temps scolaire chez nous. Par rapport à ça, l'évolution qu'on aurait pu voir sur pas l'implication, le recrutement, l'implication elle est toujours là, c'est pas le souci du tout, évidemment. Mais au niveau du recrutement et des besoins qu'on pourrait avoir en plus de périscolaire depuis la réforme, elle n'est pas si évidente que ça encore aujourd'hui, mais c'est pas alarmant du tout sur cette question-là. Il y a 2 raisons principales, en tout cas que j'ai relevées. Après, c'est pas forcément partagé partout, mais il y a le côté où on a glissé facilement sur des PEDT, donc c'est les projets éducatifs de territoire des villes qui sont lancés dans la réforme dès le début, et maintenant c'est obligatoire, donc elles doivent écrire un projet qui s'appelle PEDT. Sur les 6 que j'évoquais, je crois que c'était le cas pour tout le monde, on était déjà en activité les référer sur cette ville-là. Donc c'est naturellement qu'on est venu nous voir en disant est-ce qu'on peut inclure ça dans notre projet éducatif. Je reviendrai après sur la négociation qu'elle. Voilà, donc du coup, pas beaucoup plus de lecteurs en périscolaire, puisque voilà, c'était un peu les mêmes territoires, sauf un ou deux villes où on a quasiment doublé les bénévoles dits de la réforme, là en septembre dernier, avec l'ouverture sur 2 villes, où c'était 10 ou 15 bénévoles par ville en plus. Et aussi, deuxième critère, où après j'espère fâcher personne, mais c'est qu'aussi, vu qu'on a une culture de temps scolaire assez vive, donc plus de la moitié de l'activité, c'est quand même un cadre d'organisation plus confortable pour la lectrice ou le lecteur. Et on est tout à fait d'accord avec ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, évidemment. Donc du coup, lorsqu'on est en place déjà dans une école, pour les liens avec les gosses, les liens avec les instituts, les liens avec nous, parce que on est aussi impliqué en temps scolaire qu'en péri, forcément, on n'a pas forcément envie de changer, d'aller dans l'aventure du périscolaire, qui a quand même un autre cadre organisationnel qui est bien différent. Je sais plus, j'avais mis des notes, je ne sais plus dans quel sens tu as mis les questions. Alors sur l'évolution du contenu, alors ça c'est, je fais le lien avec quand je parlais tout à l'heure de négociation, à l'instant de négociation avec les communes. Pour nous, il est hors de question, j'espère que c'est partagé, moi c'est un sentiment qui m'est cher concernant cette activité. Il est hors de question de toucher à la nature du référé. Le petit clip vidéo tout à l'heure, il résume tout pour moi. C'est le plaisir de la lecture et puis l'échange entre des jeunes et des moins jeunes. Si on perd ça sous prétexte qu'on a un cadre juridique et un cadre institutionnel avec les TAP, les NAP, les PEDT, toute cette grande famille de cycles, le danger, ce qu'il pourrait y avoir, mais c'est pas, je pense pas que ce soit d'actualité, ce serait qu'on dénature un peu cette fraîcheur-là qu'est les référer. C'est pour ça que je pense que l'action elle évolue dans un sens positif, en pleine expansion tous les ans, pardon, plus de bénévoles, plus de structures, plus de communes, parce que je crois que c'est grâce à cette fraîcheur-là surtout. Donc du coup, il est bien clair qu'un accord avec une ville où on s'est engagé pour inclure l'IRFR-LIR dans le PEDT, c'est avec la charte l'IRFR-LIR. Parce qu'il y a eu la question de l'encadrement, qui était, la législation permettait des assouplissements dans le cadre de l'encadrement sur les 3 heures de table pour les communes. On m'a demandé des bénévoles pour 14 maternelles ou de bénévoles pour 7 maternelles. On a préféré dire non. On s'est revu l'année d'après et on va monter cette action-là dans le PEDT de la commune, avec notre charte, avec nos valeurs, etc. Après, c'est des choses qui peuvent être discutées. En tout cas, nous, on ne veut pas lâcher l'affaire là-dessus dans notre département, quoi. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Combien de bénévoles vous avez? Alors, sur les TAP et les NAP, là, alors écoute, la première année scolaire de la réforme, je l'ai pas mis sur mon anti-sèche, mais c'était très peu, on va dire une vingtaine de personnes qui étaient vraiment identifiées sur ces 6 communes-là.
Là, on a doublé, puisqu'on a 2-3 communes de plus, dont une avec 15 personnes qu'on a formées au printemps dernier pour attaquer dès septembre. Donc en effectif réforme TAP, hein, on a doublé, les structures ont doublé, et puis les communes, là, on est passé à 10 pour la rentrée. On va commencer même après la Toussaint, hein, on y va doucement. De 6 l'année dernière, on passe à 6 ou 11 communes là, pour cette rentrée-là. Peut-être la même question à Philippe pour son département des Vosges, à la fois sur les effectifs et puis sur la répartition entre les différents plans. Mais je vais suivre mon anti-sèche. Alors nous, depuis le début, on est sur le périscolaire, c'est-à-dire que c'était un choix des élus, c'était le fait aussi de suivre le cadre initial qui était donné quand on s'est lancé dans le Réfervir. On n'en a pas vraiment bougé, puisque tous les sites se sont développés sur le temps périscolaire, donc de manière très générale, après l'école, vers 16h45, pour une durée moyenne à peu près de 45 minutes, avec une articulation entre la fin du temps de l'école et la prise en charge par les bénévoles qu'on trouvait localement et qu'on adaptait en fonction des situations et des lieux qui étaient utilisés pour faire l'activité. Puisque, bon, on avait quand même une grande majorité, on a encore une grande majorité de sites qui fonctionnent dans les locaux scolaires. Et puis on a développé petit à petit l'utilisation des bibliothèques où il y avait des cas particuliers où un local de la municipalité se trouvait pas très loin de l'école et qui permettait justement tout ça. Donc il a fallu, ça nécessite effectivement de régler ces aspects-là. Donc sur les Vosges, il y a 125 bénévoles représentant 25 secteurs. Et donc on est, par rapport aux questions posées, on est principalement avec des enfants du cycle élémentaire. Sur 40 structures éducatives, 40 écoles, on en a un quart. Il y a 9 maternelles concernées. Donc on est principalement sur l'âge 6-13 ans et on n'a pas développé du tout l'aspect en direction des collégiens, en tout cas pas pour le moment. On a quand même eu des tentatives, enfin pas des tentatives, mais une expérience du temps scolaire sur un site. C'est l'histoire de ce site et de la façon dont c'est parti avec la demande des enseignants qui a fait qu'on a tourné pendant 2 saisons en temps scolaire, donc avec beaucoup de bénévoles, et au moins une dizaine de bénévoles mobilisés avec une répartition dans les différentes écoles. Et en fait, au bout d'un moment, pas de manière problématique, mais on est rentré en discussion avec l'éducation nationale, notamment les conseillers pédagogiques, et la règle sur le département des Vosges, c'est pour ça que ça m'avait toujours étonné de voir la différence entre les interventions de certains départements qui se faisaient principalement en temps scolaire et puis nous. Une règle était très claire, c'est-à-dire que les inspections, de manière générale sur les Vosges, ne souhaitaient pas du tout que l'IRFR se fasse sur le temps scolaire au niveau de l'élémentaire. On a eu une tolérance et une acceptation sur les maternelles avec des projets précis. Et ce qui nous était invoqué, c'est que les enseignants étaient maîtres de leur classe sur ces aspects de lien avec le livre et que l'IRFR était bien plutôt en dehors de l'établissement scolaire. On ne renvoyait pas dans les corps, mais la règle était dictée de cette manière-là. Voilà, donc du coup, on a, avec l'évolution, notamment les NAP, ce secteur est repassé en périscolaire. Je tiens à noter, parce qu'on a eu quand même plusieurs discussions avec au moins 2 inspecteurs différents, et le son de cloche était toujours le même à ce niveau-là. Sur le plan pratique, en temps scolaire, puisqu'on l'a quand même vécu, c'est assez schématique parce qu'on a peu de recul là-dessus, mais c'est vrai que nous, il nous a semblé à chaque fois par rapport aux organisations qu'on mettait en place sur le temps périscolaire, que c'était plus difficile de réduire les groupes dans l'organisation. Quand on prend un groupe de classe, on se voyait confronté à chaque fois, en tout cas dans ce qu'on a vécu, mais je pense que vous avez dû trouver des solutions, enfin ceux qui le font, pour réduire les groupes, c'est plus dur, et l'impression de beaucoup plus de mobilisation des bénévoles, alors que
en périscolaire, il y a une souplesse, une adaptation qui se fait au rythme un petit peu des enfants et de l'homogénéité des groupes et de l'âge des enfants et aussi du temps disponible des bénévoles. Donc là-dessus, bon, c'est pas un jugement ferme, c'est un ressenti à notre niveau sur cet aspect-là. Au niveau de l'encadrement, il y a différents cas de figure parce que en fonction des sites, on a des bénévoles référents qui ne sont pas tous bénévoles lecteurs, donc qui ont la possibilité de suivre un petit peu le travail qui est fait sur les sites et d'avoir un regard critique. Les bénévoles référents, petit à petit, dans le contact qu'on a avec eux, aiguisent leur savoir-faire, je dirais, et donc du coup aussi la position de certains qui étaient par exemple enseignants ou qui avaient une fonction particulière fait qu'ils sont beaucoup plus présents sur l'encadrement, sur les conseils, sur la façon dont ça se passe et la critique un petit peu de ce qui se passe sur leur site. Donc ça c'est précieux. On a les responsables des bibliothèques puisqu'il y a des sites qui fonctionnent également en bibliothèque, donc là on a des retours. Et puis, bon, naturellement, avec l'arrivée des NAP, on a certains secteurs. Alors là, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais. Moi, j'étais la dernière réunion des référents. J'étais agréablement surpris de la position des bénévoles responsables de leur secteur, d'affirmer ce qu'on a toujours affirmé à lire et faire lire, donc le cadre précis, petit groupe d'enfants dans un lieu un petit peu protégé, enfin voilà, avec les règles de base. Et il y a eu des refus catégoriques de certains secteurs de passer sur les NAP pour ces raisons-là, parce que justement il y avait une instrumentalisation assez forte et peu de souplesse au niveau des communes qui a un peu de mal à comprendre quand même le cadre de lire et faire lire. Du coup, ça s'est organisé autrement. Il y a des secteurs qui ont dit on refuse d'être dans les NAP, donc fonctionnant périscolaire, et on a les NAP d'un côté et lire et faire lire, et ça se passe très bien. D'autres qui ont intégré, puisqu'ils ont réussi à trouver justement la bonne harmonie entre la collectivité. Certaines reprises on est venu, d'autres fois non. Ça s'est réglé sur place. Du coup, on a entre guillemets des gardiens du temple sur le terrain. Donc les responsables de NAP, j'ai mis très peu sur la forme et le contenu parce que moi j'ai souvent le sentiment qu'ils sont plus sur la coordination en général et rentrent peu sur l'analyse des contenus, à part quelques exceptions près où on a un bon contact avec certains coordinateurs de NAP et du coup c'est pas un relais sur l'encadrement, mais il y a un échange beaucoup plus important qui se fait entre eux et moi, enfin et nous au niveau de la coordination. Voilà. Et rarement les enseignants. Alors ça peut s'expliquer, c'est vrai que nous on a toujours eu peur d'en demander trop aux enseignants, donc on restait un petit peu dans le cadre classique, c'est-à-dire relais d'information, incitation à travailler plus sur l'information auprès des parents. Les enseignants, une fois que les bénévoles sont en activité périscolaire, la plupart du temps ils sont partis naturellement, puisque le relais technique souvent est trouvé avec du personnel municipal ou alors les ATSEM qui font le ménage et qui ont les clés, donc on trouve des fonctionnements sur à la fois la sécurité, le relais avec les enfants, ou alors les garderies qui sont en parallèle de l'activité lire et faire lire. Du coup, à part dans les temps de bilan qu'on peut faire avec les enseignants, pas forcément sur tous les secteurs, où les enseignants nous font des retours quand même de ce qu'ils perçoivent de l'activité, ou ils se voient quand même avec les bénévoles, hein, il n'y a pas de mur entre eux, mais on a peu de travail fin à ce niveau-là sur l'analyse. Et on a, dans le cadre des outils qu'on utilise, notamment la journée de rentrée, lire et faire lire, toujours moins maintenant, mais au départ on l'a calé le mercredi pour permettre aux enseignants de venir. On peut comprendre qu'ils ont d'autres choses à faire. J'ai eu peu d'enseignants qui venaient dans ces temps-là où il y aurait pu avoir des rencontres plus formelles autour de l'analyse un petit peu de ce qui se passait sur
sur les territoires. Voilà. Donc les outils, j'ai parlé de la journée de rentrée, l'annonce va avoir lieu jeudi prochain, où les bénévoles viennent et donc on a différents temps qui permettent justement d'échanger. La réunion des référents qu'on fait en septembre nous donne pas mal d'infos au niveau du fonctionnement. Là notamment sur le calage des NAP, l'année dernière c'était balbutiant puisqu'ils ne savaient pas trop où ça allait, ça commençait à se mettre en place. Là on a vu concrètement cette année ceux, comme je l'ai dit, qui avaient fait le choix de ne pas rentrer dedans, ceux qui rentraient dedans, et voilà, on est en périscolaire globalement, mais avec un peu plus d'un tiers en NAP, les autres en formule classique. Et puis bon, j'ai les visites sur site naturellement, comme vous tous, au niveau des coordinateurs en cas de problème. Mais souvent les visites sur site, on n'a pas le temps de rentrer dans le... On rentre souvent dans les problèmes... Alors soit on a un problème à régler, donc voilà, là c'est directement lié, mais la plupart du temps on est sur des aspects généraux d'organisation, mais qui de toute façon jouent, mais voilà, en gros. Très bien, merci. Grégory, même question, peut-être en insistant sur la façon dont les bénévoles ressentent cette action, l'appréhendent, comment vous avez pu peut-être parfois les convaincre d'être dans différents temps. Alors, donc moi l'intervention elle avait été profilée pour intervenir sur le temps scolaire, parce que nous sur les Bouches-du-Rhône, la particularité, c'est qu'on intervient massivement sur le temps scolaire. Nous on est présent à 72% sur nos interventions sur le temps scolaire. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, on doit avoir un Vosgien, parce qu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui refuse systématiquement qu'on intervienne. Mais pour le reste, ça se fait plutôt en bonne entente, et ça s'est construit comme ça naturellement. C'est-à-dire que le réseau Lire et Faire Lire des Bouches-du-Rhône s'est construit avec le temps scolaire et sur le temps scolaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun compte à rendre à l'éducation nationale, bien au contraire, régulièrement j'ai des inspecteurs qui m'appellent, qui veulent qu'on se rencontre, qui veulent savoir effectivement ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, et donc on leur explique le positionnement qu'on a et quel est le rôle et la teneur des interventions de Lire et Faire Lire. Mais d'une manière générale, le périscolaire chez nous, pour les interventions Lire et Faire Lire, c'est absolument pas la majorité de nos interventions, et si jamais ça se fait, c'est sur d'autres structures éducatives, ou sur d'autres structures culturelles. Structures éducatives, donc les crèches, majoritairement, sur lesquelles on se développe de plus en plus, ou sur les bibliothèques, notamment au niveau rural. Alors après, qu'est-ce qui fait que sur Marseille, parce que bon, effectivement on en rigole toujours que Marseille c'est un cas particulier, mais c'est vrai, hein, Marseille c'est quand même un peu spécial. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé comme ça sur le temps scolaire? Il faut bien le dire, la structuration du midi 2 sur Marseille est très spéciale. Si jamais on devait envoyer les bénévoles entre midi et 2, il faut négocier avec les tatas qui elles-mêmes vont référer à leur syndicat, qui vont discuter pour savoir si on peut ouvrir une porte aux bénévoles qui est un peu, etc. Enfin, ça va être très compliqué. Et je pense que naturellement, on s'est tourné en fait vers l'école qui nous a accueillis, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt pour les enfants, parce que le but de la manœuvre c'est quand même les enfants, l'intérêt de Lire et Faire Lire pour les enfants, et on s'est entendu avec les équipes éducatives, avec les directeurs, avec les enseignants, pour faire en sorte que le bénévole Lire et Faire Lire ne soit pas le supplétif de l'éducation nationale, ne soit pas là pour combler le manque ou pour prendre la place de l'enseignant, mais qu'il était bien là pour apporter du plaisir et pour apporter, on va dire, son œil et sa passion de la littérature. Ça se fait toujours avec des petits groupes d'enfants, ça se fait toujours en discussion avec l'équipe pédagogique qui parfois demande aux bénévoles, voilà, cette année on va travailler sur la montagne, est-ce que vous pourriez dans vos lectures travailler sur la montagne? Et dans ces cas-là ça peut se faire, mais si jamais le bénévole ne souhaite pas le faire, il a toute liberté de pouvoir lire les livres qu'il souhaite. Il n'a pas d'obligation de travailler avec le projet pédagogique. Mais d'une manière générale, au bout d'un moment, les bénévoles, quand ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont sur la structure, sur l'école, ils le font. Il ne peut pas y avoir un étranger qui arrive comme ça dans la classe, qui prenne 6 enfants, qui aille dans l'ABCD, puis qui le ramène sans qu'il y ait d'échange humain entre les deux personnes, le bénévole et l'enseignant. Donc voilà, nous sur les Bouches-du-Rhône, dans tous les cas, ça se passe plutôt comme ça. Après, pour vous donner des chiffres, puisqu'on en a demandé, on est plutôt présent sur les maternelles. La plupart de nos interventions se font, 63%, j'ai les chiffres sous les yeux,
autour des maternelles. Après, il y avait une autre question qui était sur qui sont les personnels encadrants. Quel retour autour des bénévoles pour savoir en gros s'il y a un échange en fait entre l'éducation nationale, on va dire à un niveau autre que les IEN, en gros c'est ça, hein, est-ce que l'inspection d'académie nous laisse, on a toute liberté d'intervention dans les écoles, l'inspecteur d'académie est au courant, on a des échanges réguliers avec lui sur cet inspecteur d'éducation nationale qui refuse qu'on intervienne en temps scolaire. On a des échanges à l'heure actuelle pour essayer de faire en sorte que les choses changent, parce que c'est un inspecteur qui est arrivé sur un territoire, qui a décidé du jour au lendemain qu'il n'y aurait plus d'intervention, alors que ça fait 7, 8, parfois 9 ans que les bénévoles interviennent et que lui a décidé de fermer les portes du jour au lendemain. Voilà, on a des échanges, mais je serais tenté de dire c'est des échanges en bonne intelligence. On se rencontre régulièrement, on discute, chacun est à sa place et chacun fait en sorte que les enfants tirent le maximum. On va faire réagir Patrick Roder, de la fois ce qu'il a entendu et puis l'expérience qu'il a lui dans sa circonscription et la bienveillance dont il témoigne envers l'IRFR. Alors, bon, j'ai entendu un certain nombre de discours, mais je crois que la façon dont j'ai réagi et les mimiques que j'ai faites, c'est suffisamment parlant. Je ne vais peut-être pas revenir dessus, je reviendrai sur le cas des Vosges, parce que les Vosges, on dit toujours que Paris et Marseille sont spéciaux, ben non, c'est les Vosges. Ben, c'est clair, quoi. Je veux dire, non mais, sincèrement, quand j'entends le discours des référents lire, je me dis que les Vosges, enfin, de toute façon, on en parle trop en ce moment de l'Est, donc on va arrêter. Moi, j'ai connu lire il y a 40 ans. Oui, je ne l'ai fait pas, merci. Parce que ça fait 40 ans que j'enseigne. Je me considère toujours comme un enseignant. Hein. J'ai été instituteur de base et j'ai connu lire il y a très longtemps. Comme j'ai été... Non, mais ça n'existait pas il y a 40 ans, je sais. C'est un euphémisme. Hein? Oui, il y en a deux qui suivent. Deux qui ont dit que ça n'existait pas. Mais en fait, moi, j'ai commencé ma carrière il y a 40 ans, comme je vous l'ai dit, et j'ai tout de suite été vers la Fédération des œuvres laïques de Paris, où j'ai été détaché. Et, je vais faire un raccourci, j'ai connu lire et faire lire 92, l'année dernière, ou il y a 2 ans, par l'intermédiaire de la Ligue de l'enseignement 92, où Marie-France Popote, qui est dans la salle, là, je pensais qu'elle serait là, mais bon, elle n'a pas voulu, elle est trop timide, m'a demandé si elle pouvait continuer de faire lire et faire lire. Alors chez nous, c'est sur le temps scolaire. C'est essentiellement sur le temps scolaire, c'est dans les Hauts-de-Seine, et c'est essentiellement sur le temps scolaire. Elle m'a demandé, est-ce que je peux continuer? Je lui ai dit oui, pourquoi? La question ne se posait même pas. Enfin, moi, dans ma tête, la question ne se posait pas. D'autant plus que, vous savez, on se voit dans le cadre de la Ligue, mais nous, on ne fait pratiquement pas de bilan de lire et faire lire et de l'action de lire et faire lire, parce que de toute façon, moi, j'en entends parler. J'en entends parler tout le temps. Mes directeurs et les enseignants me tiennent au courant de ce qui se passe. Et je peux vous dire que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un bénévole lire et faire lire qui ne s'inscrit pas dans le projet de l'enseignant, on est tout de suite au courant. Alors, c'est une collaboration, c'est effectivement un partenariat, et bon, nous, on aimerait bien, je lance un appel, hein, je vais lancer un appel, on aimerait bien ouvrir plus à plus de classes l'action lire et faire lire, parce que, par exemple, dans ma circonscription, il y en a pas en maternelle. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir des interventions maternelles. Bon, nous, c'est un problème dans les lieux très urbanisés. Ça y est, depuis cette année. Bon, nous, c'est un problème de bénévoles, hein, tout simplement. Moi, je constate effectivement que la charte lire et faire lire, elle correspond tout à fait, non seulement à la refondation de l'école, mais à ce qu'on entend en ce moment dans les médias. Et bon, je vais nuancer les propos de ma ministre, parce que de toute façon, je suis bien obligé de citer ses propos. Mais l'action de lecture quotidienne, elle rentre dans le cadre de lire et faire lire. Je ne parle pas de la dictée, parce qu'il y a de la polémique sur la dictée, mais elle rentre parfaitement dans le cadre et de
de l'action quotidienne et des futurs et des nouveaux programmes. Comme ça rentre parfaitement dans le cadre des programmes de maternelle, des nouveaux programmes de maternelle. Alors là où j'ai une interrogation, mais peut-être aurais-je la réponse cette fois-ci aujourd'hui, c'est dans le cadre de la réforme du collège, des nouveaux cycles, CM1, CM2, 6e, est-ce que lire et faire lire ira jusqu'à la 6e? J'attendais la réponse. Donc chez nous, l'inspecteur d'académie, bien entendu, est parfaitement au courant de ce qui se passe. Il a donné un accord, parce que je vous rappelle quand même que c'est lui qui donne les agréments, hein. Même si l'IEN donne un avis, et là je fais un clin d'œil à votre collègue des Vosges, hein. Même si l'IEN n'est pas d'accord, l'inspecteur d'académie peut donner un avis contraire. Voilà, donc après, c'est une négociation entre l'inspection d'académie et lire et faire lire et les instances complémentaires de l'école publique, mais a priori, c'est l'inspecteur d'académie qui délivre les agréments. Voilà, c'est un petit message. Voilà, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. En tout cas, à Montrouge, on est très content.